Salut Philippe, ça va? Alors, qui est là? Salut. Deux participants pour Tu l'instant. dis salut Philippe, c'était moi ou c'est un autre? Non, c'était toi. Eh ben, salut José Vito. Bonne rentrée, de retour pour les webinaires. Ouais, c'est la rentrée. Alors, voilà, ça y est. Pardon, j'étais. Bonjour Christian. Alors, on va se donner une minute, le temps que tout le monde arrive. Les déçus de l'Inband, tragicomédie en trois actes. C'est bon, j'aime bien le titre. Et ouais, c'est la rentrée. Alors, c'est la troisième saison des webinars. Ça y est, c'est parti. Et techniquement, moi, je relève mes manches. Hein, c'est la rentrée. Là, je suis chaud, je suis prêt à donf. Un épi? Hop. Ouais, alors ça, de toute façon, Nickel, Covid, pas parfait. Covid, 2019, 2020, 2021, les épis, sont là, ils seront toujours là. Hop. Qui d'autre? Je Putain, hausse mon micro. on est le 11 septembre aujourd'hui, les gars. C'est pour ça qu'on fait une minute de silence en intro. Et ça fera 20 ans l'année prochaine. Waouh, truc de fou. Bon, écoute, de toute façon, on va attaquer parce que pour ma part, à Part bientôt. 11h30 pétante, je dois vous laisser. Donc, Philippe, tu auras l'immense privilège de faire les questions-réponses tout seul. Parce que comme l'Inbound fonctionne, bah, j'ai un prospect à 11h30. Ça a fini par marcher. Par contre, voilà, déçu de l'inbound, mais pas tout le temps. Allez, c'est parti, on y va. Publicité Euh, mensongère. Alors, ce cycle de webinaires qui redémarre pour cette rentrée. Donc, on a un petit peu retravaillé l'enchaînement. On a pris le best-of, tout ce qui avait vraiment été apprécié lors des saisons précédentes. On l'a remis dans le bon ordre, entre guillemets. Donc, on commence aujourd'hui avec le retour sur l'étude des déçus de l'inbound, avec des statistiques fraîches et exclusives, et 3 études de cas. Donc, vous allez voir ça tout de suite. Et les semaines suivantes, toute notre méthode pour produire le contenu, un résumé, les 3 étapes principales, retourner l'entonnoir, dépicher, vous apprendrez un nouveau mot, démarrer par les humains, et vous apprendrez ce que c'est qu'un humain peut-être, la machine à idées, les budgets marketing et le grand tour des canaux marketing en conclusion. Et puis, il y aura des bonus après tout ça pour ceux qui sont les plus accros ou intello ou les deux. Donc, pour ceux qui ne sont pas là toutes les semaines, vendredi à 11h, un petit rappel. Donc, Popigico, 3 cofondateurs, une designer, un marketeur, un vendeur. Ça fait un sacré bazar. Et comme on ne sait pas ce qu'on fait, on a appelé ça du consulting, parce qu'en fait, c'est ça qu'on fait. Du consulting outillé, et on s'occupe de qui? Des PME et surtout des marketeurs dans les PME. Et puis, on s'inspire de tout ce qui a marché, de tout ce qui a scalé dans les startups et ailleurs, pour essayer d'être plus agile et de profiter au mieux des outils d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que cette méthode Popigico? La méthode Popigico, elle peut être résumée avec trois points très solides. Start with human, partez des gens, donc customer-centric. Comment on fait pour faire du marketing? Il faut s'intéresser à qui on vend et qu'est-ce qu'on vend. On vend pour des humains. Deuxièmement, retournez votre entonnoir et unbundlez-le, décomposez-le, vous verrez ça dans les prochains épisodes. Et enfin, gardez le tempo, un point extrêmement important et qui a changé, révolutionné notre façon de travailler au fil des années. Voilà. Et enfin, comment on fait pour s'occuper des marketeurs? Eh bien, basé sur cette méthode qui est ici, on a aussi un peu de tech et du coaching. La tech nous permet d'être data-driven et puis d'automatiser et de standardiser au quotidien les travaux, donc de les rendre plus efficaces et rapides. Et puis enfin, le coaching permet de garder le tempo, comme on a dit, et de s'occuper des marketeurs dans les organisations. Alors, pourquoi on vous parle aujourd'hui de déçus d'inbound et pourquoi on vous parle d'inbound en général? C'est le fruit d'une trop longue histoire qui commence avec le Clue Train Manifesto, publié en 99, pas par nous, mais lu par José Lito assez tôt, par moi-même un peu plus tard, quand j'ai eu la majorité, je pense, ou mon permis, ou les deux. José Lito aussi, qui est donc un vendeur, comme on l'a vu avant, a lancé un service marketing un jour, et puis ça l'a un peu traumatisé. Voilà, nous on s'est lancé en 2014 et on s'est occupé de plein de clients, ce qui nous a aussi traumatisés.
en parallèle, on papotait pas mal avec José Lito avant qu'il nous rejoigne. Et puis, il a fait un petit peu tous les éditeurs. Il a été partenaire à droite à gauche. Toujours dans la galaxie Inbound. Ce qui l'a amené, comme tout bon dévot, à devenir agnostique un jour. Quand on a été nouveau converti 3 fois de suite, on finit agnostique en général. Et puis, forcément, à un moment, on débrief et puis on devient rationaliste ou transrationnel selon nos capacités cognitives. Et puis, c'est ce qui a donné naissance à la méthode que je vous présente aujourd'hui avec 3 piliers, 3 étapes. Avant ça, c'était un peu plus compliqué, mais à force de le disséquer, on a réussi à mettre peut-être en place quelque chose de plus fluide. Et alors, depuis tout ce temps où je discute avec José Lito, parce qu'on est très bavard et c'est pour ça qu'on s'est dit faisons des webinars, on rentabilisera notre temps de bavardage. J'entends José Lito me parler des déçus de l'inbound. Cette phrase, ce mot-clé déçu de l'inbound, qui sonne très bien, je trouve. Je l'entends à répétition. Et de quoi tu me parlais pendant tout ce temps et c'était empirique, et puis un jour, tu as sorti une étude, mais avant de sortir cette étude, ça faisait 3 ans que je t'entendais parler de déçus de l'inbound. Oui, parce que je l'ai été. Bonjour Sophie, au passage. Tout simplement parce qu'en fait, si je fais l'histoire en très très raccourci, en 2008, j'ai découvert l'inbound marketing. Je l'ai mis en œuvre, je l'ai appliqué avec succès au sein d'un éditeur de logiciels, une SaaS compagnie, on dirait aujourd'hui, qui s'appelle Teambox. Et ça a marché. Donc, j'étais juste tout content. Je me suis dit, ouais, c'est excellent. Et en 2014, j'ai fait d'autres choses. Je me suis baladé un petit peu sur la planète. En 2014, quand je remets le pied à l'étrier, je repars sur l'inbound et cette fois-ci en tant que partenaire HubSpot. Donc, j'avais les outils, l'appui de cet éditeur-là. Je fais de l'inbound et là, ça ne marche pas. Et là, ça ne marche pas, j'ai les boules, quoi. Je me dis, waouh, c'est quoi cette histoire? Et en 2015, quand j'analyse, et c'est à ce moment-là on a commencé à discuter tous les deux, quand j'analyse le marché, je me dis, oui, mais quelque chose vient de changer. Plusieurs choses, d'ailleurs, ont changé. Et des déçus de l'inbound, il va y en avoir de plus en plus. C'est cette prise de conscience de, ah merde, en fait, c'est pas José Lito qui a une fois réussi, une fois s'est planté. C'était pas moi, c'est juste le marché. On en a parlé dans la saison précédente sur nos webinars et on va en reparler du content shock, de tout un tas de choses. Donc on va dépouiller un petit peu tout ça, mais c'est en 2 mots, de plus en plus de personnes allaient se mettre à pratiquer l'inbound marketing, à produire du contenu. Donc ça allait marcher de moins en moins bien pour certains. On allait vers plus de sophistication, etc., etc. Et donc, j'ai commencé à dire, ah, mais il va y avoir des déçus de l'inbound et plus on va pratiquer l'inbound, bonjour Flora, plus on va pratiquer l'inbound, plus il y aura de déçus de l'inbound. Et là, je suis allé voir les éditeurs. Bon, ça, c'est une mauvaise idée de ma part. En disant, hey, coucou, les déçus de l'inbound, on en fait quoi? Et en fait, les éditeurs, mais quels qu'ils soient, en fait, Dans chaque culture, il y a un tabou, José Lito. C'est le fondement de l'anthropologie. Il y a toujours un tabou. Là, il y avait un tabou et les éditeurs m'ont dit t'es mignon, tu vas te taire. Les agences qui travaillent avec les éditeurs m'ont dit écoute, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas envie d'en parler. Nous, on est là pour raconter une belle histoire et faire fantasmer tout le monde. Et je me suis retrouvé un peu tout seul au milieu du village à dire coucou, les déçus de l'inbound. Et en croisant Stéphane Pi de Nomination, coucou Stéphane. 12h30, on déjeune ensemble aujourd'hui. J'ai dit, Stéphane, il y a les déçus de l'inbound. Ça te parle pas, etc. Et là, il y avait, OK, lançons une étude. Ça a mis du temps parce qu'entre cette conversation en 2017 et l'étude en 2019, finalement, ça a été assez long de convaincre un petit peu tout le monde. Mais on a lancé cette première étude en disant, coucou, est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'il y a des déçus de l'inbound? Et on a une centaine de répondants. Et d'ailleurs, tu ne l'as pas lancé comme ça. Tu n'as pas dit est-ce qu'il y a des déçus de l'inbound. Tu as dit quelle est votre position sur l'inbound aujourd'hui. Donc, on a cette étude détaillée avec toutes ces stats. Oui, absolument. Il s'avère que ton intuition a été assez largement à la fois éclairée et confortée. Alors, on va montrer quelques chiffres. Pourquoi on parle de déçus? Donc, concrètement, une des premières questions de l'étude, si je me rappelle bien, c'est votre position aujourd'hui. Donc, tu as interrogé des dirigeants. Oui. Et comment aujourd'hui vous percevez l'effort inbound que vous avez entrepris? Donc, avez-vous lancé un effort inbound? Et donc, pour tous ceux qui ont lancé un effort inbound, quel est le résultat? Qu'est-ce que vous pensez de l'impact? Donc, on a 58% qui disent mitigé,
10% qui disent carrément déçus et 34% qui décrivent un succès qui ait impact très important sur les leads. Donc clairement, ça fait 68% qui n'est pas franchement content. Alors, pas content, mais pas non plus voilà, pas hostile. Petite précision quand même, ce sont les répondants, ce sont des directions commerciales et marketing de PME, TI, grosses PME, TI. Donc, on Le en marché qui reparlera nous peut-être après, intéresse et dont mais oui, il y avait parlait aussi depuis un le début. sujet sur les budgets parce qu'on peut être déçu de l'inbound. Une des raisons peut-être de certains qui sont déçus de l'inbound, c'est parce qu'ils n'ont pas assez investi. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, avoir un tout petit budget pour faire des inbound, ça devient vraiment compliqué. On va parler des raisons, tout de suite. Ouais. Pour encore préciser, pourquoi on parle de déception? Qu'est-ce que c'est que cette notion de déception? Donc, très bêtement, une déception, c'est quand on avait une attente ou des attentes et que les résultats n'ont pas été égaux aux attentes. Donc, à l'intersection des deux, on a de la satisfaction, mais dans toute la partie des attentes qui n'a pas rencontré les résultats, on a de la déception. Et puis parfois, on a des résultats qui n'étaient pas dans les attentes, ça c'est de la surprise. Donc, c'est intéressant de comprendre ça parce que la déception peut venir de ce que sont les résultats, mais elle peut aussi venir de ce qu'étaient les attentes. C'est juste le manque d'adéquation entre les deux qui crée la déception. C'est pas soit l'un soit l'autre. On ne dit pas que les résultats sont mauvais ou que les attentes étaient excessives, enfin à ce stade. Et donc, on va rentrer un petit peu ensuite dans le détail des réponses et des analyses et essayer, nous, de mettre là-dessus un petit peu d'explication et comprendre ce qui peut être fait pour aller plus loin dans l'inbound et est-ce qu'on devrait aller plus loin dans l'inbound. Donc, pourquoi on a des attentes importantes? Pourquoi on a de la déception? C'est qu'il y a des attentes assez importantes. On le voit dans ce que les gens ont mis en place. L'effort qui a été lancé est souvent important, ce qui prouve que les attentes étaient importantes en face, sinon ça n'aurait pas été fait. Donc, on a 80% des répondants qui ont installé des outils de marketing automation avec des budgets en général dans cette tranche, entre 15 et 40 000 euros. 61% embauchent une personne à plein temps ou requalifient une des personnes du service marketing à plein temps sur ces sujets. Donc 40, 60, un peu plus en RP, en région parisienne. 38% ont recours à une agence avec pareil des retainers annuels entre 35 et 100K. Donc, ce n'est pas rien dans une entreprise, surtout en France où les services marketing ne sont pas forcément très dimensionnés. Et surtout en B2B, l'inbound concerne quand même pas mal de B2B. Donc, qu'est-ce qui fait que on lance cet effort important et entre les attentes et le résultat, il n'y a pas ce qu'on retrouve. Donc, nous, on l'a analysé en 3-4 piliers. 3 piliers et demi que je vais vous présenter rapidement. Donc, premièrement, les leads ne sont pas des deals. Les éditeurs, souvent, forcément, vont vendre de la croissance et des leads. 87% des répondants nous disent que l'inbound a pour but de générer plus de leads. Donc, ça va, ils ont compris ce qu'ils essayaient de faire. Les 13% restants, ils ont confondu avec autre chose. Ou la question a mal été posée, je ne sais pas. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on a? On a des leads, mais on n'a pas de deal. Joselito, tu vas nous raconter ça peut-être en 2 mots. Qu'est-ce qu'on a en vrai sur ce sujet? Alors ça, c'est un grand classique. Ça va faire sourire Christian, qui est présent aujourd'hui. Je suis parti pour une mission de la longue durée pour les 6 prochains mois au sein d'une PME et c'est le premier sujet. D'accord, ça commence là. Au rez-de-chaussée, il y a le marketing physiquement. Au rez-de-chaussée, il y a le marketing et au premier étage, il y a les commerciaux. Donc, je suis en train de me faire des fesses d'enfer parce que je passe toute la journée dans des escaliers. Et la première question, c'est quand je demande aux dirigeants, je dis, mais toi, tu veux quoi? Moi, je veux des leads. Alors, lui, il veut du chiffre d'affaires, il veut de la marge, évidemment, il veut des miracles. Mais les commerciaux disent, on veut des leads. Et j'arrête pas de passer mon temps dans les escaliers et à la machine à café en disant, mais c'est quoi un lead pour toi, etc. Ça, c'est le premier truc, c'est que les éditeurs disent, écoutez, ça fait de la lead gen et les commerciaux entendent, ça fait du prospect super qualifié prêt à signer. C'est pour ça que je dis, un lead, c'est pas un deal, c'est pas une opportunité commerciale. Et ça, c'est un premier moment de déception parce qu'on se retrouve assez facilement, et dans le cadre de l'étude, c'est ce qui a été démontré, avec des leads. Ah ouais, c'est bon, le CRM, il se remplit, hein, il y a du monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, quand on regarde ce que ça provoque, ça fait pas
Ça fait pas du chiffre d'affaires, ça fait pas des Mm. opportunités Et ce commerciales. qu'on retrouve dans les chiffres, quoi, 61% ne sont pas contents de la qualité des leads, 58% sont déçus du taux de conversion des leads en rendez-vous. Je mis cette petite citation amusante en bas d'un marketeur qui essaye de secouer le cocotier, qui nous dit les MQL, les leads qualifiés par le marketing, c'est du cold calling en vrai. Et toi, tu l'as vu dans certaines boîtes avec qui tu as travaillé où il y avait, je sais pas, 500 leads par mois qui n'étaient même pas traités parce que les commerciaux en ont marre. Et pour eux, ça revient Poubelle. pas Pas une blague, traité, quoi. voire il y a une commerciale qui nous disait, mais à raison de 150 leads semaine dans une belle boîte, qui disait, mais en fait, je mets 1 heure pour les traiter. Ah bon? 1 heure? Mais comment tu traites 150 leads en 1 heure? Bien, c'est pas grave, je leur envoie un mail en fait. Tu les appelles, tu leur parles. Non, 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 rien, rien. Je prends tout ce que le marketing m'envoie et puis j'envoie un mail en mode si vous avez besoin de me parler, vous m'appelez quoi. Basta cosy. Et parce Voilà. qu'elle les a appelés un jour et ça servait à rien, ou elle a décidé que ça servait à rien d'appeler? Parce que le commercial s'attend à avoir un certain nombre d'éléments qui vont permettre une première conversation. Et en fait, on se retrouve. Enfin, si tu me donnes nom, prénom, mail et un numéro de téléphone et que je ne sais pas ce que tu veux, où Ouais, tu en c'est es, ton pas niveau de MQL, c'est du cold maturité, calling. voilà, c'est ça, c'est du cold calling. Donc forcément, en tant que commercial, je commence par m'y mettre une fois, 2 fois. Là, j'ai eu la discussion cette semaine on a un fichier qu'on doit qualifier. Ok, super. Vous en avez appelé combien? 10. C'est pas de la qualification de fichier, les gars. Il faut en appeler 100 par jour. Non, non, mais t'es fou, toi. On en a appelé 10 et c'est déjà totalement hors cible. Donc, tu ne peux pas motiver un commercial qui te dit non, mais le fichier, il est déjà pourri, je le sais, j'appelle pas quoi. On peut pas se casser les dents tous les jours et garder la pêche, quoi. Non, non, c'est clair. Sauf à être le fondateur. Et encore. Donc, sur le même sujet qui est pilier 1.2, l'alignement sales marketing, de nouveau. Donc, pareil, qu'est-ce qui est vendu par les éditeurs? Regardez, on a un CRM qui fait aussi marketing automation ou l'inverse. Donc, ça va s'aligner tout seul parce que tout le monde sera dans la même machine. Promesse excitante. Moi, j'adore les outils, j'adore les systèmes. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Buckminster Fuller a dit si tu veux changer l'habitude des gens, donne-leur un outil qui travaille autrement et ils changeront. Donc, on rêve tous de ça entre geeks. Mais en vrai, José Lito, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a dans ce sondage? De nouveau, les Alors, marketeurs trouvent que leurs commerciaux traitent mal les leads. ah oui, je crois que c'est la stat la plus intéressante quand même sur l'étude. Moi, ça m'a fait bondir de ma chaise. C'est qu'il n'y a pas d'intégration entre l'outil de marketing automation et le CRM. Donc déjà, on veut Dans la moitié des cas, aligner deux entités qui ne partagent pas qui n'ont pas les mêmes outils, qui ne partagent même pas la même donnée. Alors la vue unifiée client, tout ça, n'en parlons même pas. Hein, c'est un fantasme à ce niveau-là. Ça, c'est ce qui m'a fait rapidement parler des déçus de l'inbound. On est plutôt en 2017 à cette époque-là et j'entends gros éditeurs de logiciels rachetés par une très grosse société il n'y a pas si longtemps que ça. On me dit non mais j'entends cette phrase dans un grand bureau d'un énergéticien. Non mais c'est bon, de toute façon il y a le lead scoring, ça va faire le job. Alors le lead scoring, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand quelqu'un rentre dans mon CRM, je lui attribue un certain nombre de points en fonction des actions qu'il va mener. S'il a téléchargé un livre blanc, visité le site internet, etc., etc., en fonction de ces traces numériques, de ces actions, on va lui donner des points. Et puis quand il atteint un certain nombre de points, on estime qu'il est bon, il est à point, il est chaud. On dit tiens 80, là, allez 80 points, on y va, on peut l'appeler. Sauf que on te dit c'est le lead scoring qui va faire l'alignement entre les équipes marketing et les équipes vente. Là où je suis en ce moment, quand tu demandes à des commerciaux, c'est quoi le marketing pour vous? C'est les gens qui font des dessins sur le camion. C'est des gars, ils sont dans un bureau, ils dessinent toute la journée. C'est ça le marketing. Ok, d'accord. Et quand tu dis au marketing, pour vous, les vendeurs, ils font quoi? C'est des gens, ils prennent le téléphone, ils appellent et puis ils disent des mensonges pour signer des contrats. C'est pas l'outil qui va acculturer les équipes et encore moins s'il n'y a pas d'intégration entre les outils et que l'information ne circule pas. Mais ouais, c'est même pas un problème d'outils à ce stade, c'est un problème de culture, quoi. Ah oui, l'outil peut rien faire à la culture. Là, j'ai pas trouvé. Après, si tu me trouves un outil, il y en a peut-être, mais Ça suffira pas. qui
qui change la D'où notre culture des triptyque, hein, individus. la méthode, la tech, les outils et garder le tempo, donc le coaching, parce que l'un Donc, sans l'autre, on a vu tout à l'heure. Ouais. deuxième Et, déception, alignement sales marketing. ouais. Bah ouais, c'est pas l'outil Et qui en fait termes ça. de pilotage, pareil, c'est souvent la Ah direction oui, marketing toute seule, la moitié des cas, les ou ventes. On veut l'un ou s'aligner, l'autre. mais on fait tout seul. Ou le dirigeant, là, parce que j'ai le cas de figure avec une PME, ou le dirigeant qui impulse le truc, qui va à fond, qui se dit « Oh les gars, c'est de la balle parce que j'ai croisé un consultant, j'ai vu un webinar ou je ne sais pas ce que j'ai fait. Faut lancer le bordel, on met l'outil, il a payé, il a fait le chèque. Et puis après, ben, il attend que quelqu'un fasse le job. Et commercial dit « Bon, il ne me l'a pas demandé très clairement. » Marketing dit « C'est pas trop mon affaire, je ne connais rien en CRM. » Et puis voilà, ça plane et on obtient quelque chose d'un peu hors sol. Et donc, ce que tu No viens tempo. de dire, le problème de culture, donc l'outil n'est pas la culture, l'outil ne remplace pas la Non, culture. Et la culture, elle vient quoi? Elle vient d'habitudes partagées, de rituels partagés, de absolument. tabous en commun, exactement. Les tabous, toujours. Et donc, un outil, bah, c'est ce qui est vendu. On nous vend un outil qui va remplacer la méthode, qui va remplacer l'effort, qui va remplacer l'intelligence. Le scoring va faire l'affaire, qui va remplacer la discipline. Non, mais ça va se faire tout seul parce qu'il y a des cases qui ne seront donc pas remplies. Et voilà la conclusion à droite. 80% des gens interrogés ayant installé un outil de marketing automation s'en servent pour faire des newsletters. De la newsletter, et encore pas toujours. Ça sert par 80%. exemple, là je suis face à un CRM où, histoire vraie, hein, je la raconte allez, je prends une minute. J'ouvre le CRM, ok, hop, tu arrives dans une nouvelle boîte, tu prends, tu ouvres le CRM, tu regardes, tu te dis mais il n'y a pas de numéro de téléphone, ok, pour certains contacts, il n'y a pas de mail. D'accord? Mais comment on va faire du marketing si on n'a pas le mail? Pour une simple et bonne raison, hein, ça part tout bête. C'est alors, tu vas voir la personne, tu vas dans un bureau, tu vas voir la personne qui s'occupe soi-disant du CRM, qui en fait est un gars qui développe des applications en interne. Et il te dit, moi, tu sais, je sais pas, HubSpot, on m'a acheté ça un matin. J'ai regardé vite fait, je me suis assuré que c'était pas trop mal foutu. Là, en l'occurrence, parce que c'est HubSpot, mais c'est valable pour tous les autres. Et puis, c'est valable pour une PME ou une grosse boîte où il y a une DSI, hein, ça sera le même bordel dans l'absolu. Juste, c'est pourquoi on ne peut pas mettre en champ obligatoire. Enfin, tu ne peux pas rentrer un contact dans l'outil si tu n'as pas l'adresse mail. Ça, voilà, ça doit être un champ obligatoire. OK, donc ça, tu le mets en place parce que c'est une petite boîte, ça va vite. Hop, tu arrives à le mettre en place. Et puis, tu te balades dans les couloirs, tu commences à discuter avec des commerciaux, etc. Et ils te disent ah non, mais moi, tu sais, en fait, c'est que moi, mon truc, je fais j'ai un rendez-vous client, je sors d'un bureau, puis je vais taper 2-3 portes à côté, et puis bah, je chope un numéro de téléphone. Et là, bah, on a quoi? Alors, soit l'outil de marketing automation envoie de la newsletter, et c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que tu as le mail, soit l'outil de marketing automation et son CRM servent de mauvais carnet d'adresses du commercial. Un Ce CRM, qui quoi. devrait traîner dans son smartphone. Donc, tu as tes bouts de téléphone, un prénom, un machin comme ça. Et après, on se dit, bah, ça ne marche pas, ça pourrit le truc, et on le met de côté. Allez, un quatrième pilier, Allez, pour la quatrième route. source de déception, donc d'écart entre ce qui a été vendu et ce qu'on voit en vrai. On nous vend la création de contenu, souvent les éditeurs principalement, comme une commodité. Bah oui, regardez, on a des agences partenaires, c'est des machines. On prend la marge, elles font le contenu, tout va bien. Et puis, il y a aussi ce discours dans certaines agences, plutôt les agences inbound qui ne sont pas des agences acquisition. Il y a ce discours, il n'y a pas besoin d'acquisition, voire il n'y a pas besoin de SEO ni même d'optimisation. Si vous écrivez de la qualité, ça tombera du ciel. Ce qui était un peu vrai il y a 6 ans, 7 ans, un peu. Allez, Mais encore 5 ans pour être gentil. voilà, il en manque. Et en vrai, donc, qu'est-ce qu'on voit dans les organisations? On voit du contenu plutôt que le contenu qui va s'aligner avec les besoins des gens, des humains, et déclencher cet entonnoir, cette attraction entrante, cette inbound. On voit aussi que tout le monde a entendu la même chose et tous ceux qui ont écouté ça sagement s'y sont mis. Donc, on a une très grosse production de contenu en volume absolu, avec d'autres stats qu'on a présentés dans les épisodes précédents de 80% du contenu et de pauvre qualité, etc., etc. Donc, on a cette quantité de contenu pour une quantité de lecteurs qui, elle, est à peu près plafonnée.
Donc, on a ce fameux content shock. Et puis, ça se revoit dans l'étude qu'on a fait avec 41% des interrogés, donc un très gros tiers, pas loin de la moitié, qui trouvent que l'amélioration des contenus est un de leurs sujets principaux de préoccupation là aujourd'hui dans leur inbound. Ben ouais, parce qu'en vrai, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que, et là je le vis en ce moment, c'est ouais, on va faire du contenu puis ça va marcher. OK? Et on va écrire quoi? Et finalement, pour certains, on va même pas voir ce qui a été fait au préalable. Il y a pas d'audit de contenu marché pour se rendre compte de ce que la concurrence a déjà fait ou ce que des Benchmark passionnés is ont for déjà losers. fait. On s'en fout. On va faire notre truc à nous. Et en plus, ce qui est assez rigolo, c'est ça commence par OK, mais vous voulez faire quoi de contenu? Bon, moi, je pense que d'abord, il faut parler de notre histoire et de nos valeurs. Ça, c'est super important. En ce moment, c'est le vrai sujet. OK, super. On va proposer nos feuilles de catalogue en téléchargement. Ça, ce sera notre lead magnet. Voilà. Et on va faire des livres blancs. Et là, tu pars dans de la Éventuellement, production de livre contenu. blanc, là, si tu montes sur du haut d'entonnoir, mais c'est Et dans le alors là, meilleur la des cas. déception est que tu te retrouves au bout d'un temps où tes commerciaux te disent mais ça me sert strictement à rien au quotidien. Là, le premier contenu que je fais en ce moment sur cette mission, c'est un email. La première chose en termes de contenu que les commerciaux me demandent, c'est un email pour que les prospects prennent l'habitude de prendre un rendez-vous directement dans leur agenda. Ça se fait de plus en plus, il y a ces solutions-là. Et c'est la première chose, me dit José Lito, on kiffe ce truc d'agenda et tout. Et le premier contenu, je commence par des emails, des séquences d'emails, avant même d'écrire des articles, des infographies, des vidéos. C'est déjà du contenu utile. Et je ne parle même pas de la méthode Popichico. Ouais. Et là, on est complètement hors inbound en plus. Donc, si on n'était pas aligné, on dirait non, mais là, c'est pas de l'inbound, ça ne nous concerne pas. Et voilà, pas d'alignement. Alors, bon, on vient de vous expliquer pendant 20 minutes tout ce qui est décevant, pourquoi les gens sont déçus, qu'est-ce qu'une déception, etc. Mais où est le problème? Parce qu'après tout, si les gens sont déçus, ils passent à autre chose. Je sais pas, tu as essayé de manger chinois 3 fois, tu n'as pas aimé, tu vas faire autre chose. Mais sauf que là, on n'est pas en train de goûter la cuisine chinoise ou autre. On est en train plutôt de faire du sport. Donc, on a cette double contrainte où les gens, c'est comme on dit, je me suis blessé en sport, j'arrête le sport. Mais personne ne fait ça. Bon, j'espère. Euh, Je me suis blessé 2 fois en un an et demi et j'y suis retourné parce que je sais bien que je dois faire du sport. Et l'inbound, c'est pareil. Les gens sentent qu'ils doivent faire de l'inbound, ils y croient. Et en même temps, ils ont cette contrainte où ça n'a pas marché une fois, ça n'a pas marché 2 fois, ou ça a marché un peu, mais en fait, quand même, il y a plein de trucs qui vont pas. Puis en fait, c'était pas rentable, donc ça a marché, mais ça n'a pas marché. Et ça, c'est une situation qui est très désagréable. Psychologiquement, c'est une pire situation, ça rend schizophrène, en vrai, euh, le double bind. Donc, pourquoi on a cette situation, pourquoi les gens sont convaincus qu'ils devraient faire de l'inbound et en même temps, ils ont cette déception. Donc, on a expliqué d'où venait la déception, on n'a pas expliqué ni rappelé pourquoi les gens pensent qu'ils doivent faire de l'inbound de toute façon, les dirigeants de PME. Donc, en résumé, on a fait une demi-heure juste sur ce sujet. Donc, elle est sur YouTube et on y reviendra peut-être après cette saison. Mais en résumé, il y a 3 points que nous, on a identifiés qui font que l'inbound paraît évident. Donc, on ne s'est pas toujours formalisé, mais on a cette intuition à la direction des entreprises relativement matures que l'inbound est nécessaire. Donc, il y a plusieurs choses. Le coût de la vente. Il y a une compétition qui est accrue. Il y a des modèles économiques aujourd'hui, une situation économique où il y a ce côté winner take all, c'est-à-dire celui qui va dominer le marché, va prendre l'essentiel du marché et de la marge en tout cas. On a vu ça dans les startups, mais c'est quelque chose qui se diffuse dans toute la société. On change d'économie et l'économie se rapproche de ce qu'on voit dans les startups, Amazon, Google, Facebook, etc., Airbnb, Booking.com. C'est quelque chose qui touche un peu à tous les secteurs de l'économie et petit à petit, les secteurs qui étaient en retard sont touchés à leur tour. Pareil, on l'a montré en détail avec des graphiques sur la musique, la publicité, etc. Donc, il y a cette compétition qui est accrue, il faut dominer sa niche. Et par ailleurs, les commerciaux, donc, qui sont des acteurs au premier rang de la croissance, les commerciaux, eux, sont très demandés parce qu'un commercial peut travailler dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel domaine quasiment. Donc, il y a cette guerre des talents, premièrement, qui fait que la vente est chère. Et tout le monde ne peut pas faire commercial. Même chose sur les plateformes d'acquisition.
les plateformes d'acquisition sont devenues très matures, très dominantes. Google, Facebook, c'est les GAFA, et Amazon aussi. C'est des boîtes qui continuent à vous serrer la vis régulièrement et les coûts d'acquisition ne font que monter, côté marketing comme côté vente. Première chose. Philippe, je dois t'interrompre. Je dois malheureusement vous laisser ensemble poursuivre le webinar. Je suis navré parce que ce n'était pas prévu que j'ai ce rendez-vous qui me tombe dessus. C'est la rentrée. C'est la faute à l'Inbound. C'est la faute à l'Inbound, c'est la rentrée. Il y a des prospects qui arrivent, il y a des conversations qui s'engagent, mais continue parce que c'est super important de ne pas rester sur juste, il y a des déçus de l'Inbound. C'est important de comprendre ce que tu es en train de faire. Alors, tu ne pourras pas nous raconter ton histoire de satisfait de l'Inbound, c'est dommage. Plus tard, je vous raconterai les satisfaits de l'Inbound. À toutes. Alors, reprenons la génération AdBlock. Alors, dans la même veine des coûts d'acquisition côté marketing, les dirigeants et tous vos clients aujourd'hui ont de plus en plus AdBlock. Ils détestent la publicité, le marketing d'interruption et ils préfèrent le marketing de permission, c'est-à-dire qu'on leur demande leur avis avant de les spammer. Je passe sur celle-là. Et enfin, la transition numérique qui est reliée aux deux autres et qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de scaler pour dominer sa niche, c'est-à-dire de travailler à plus grande échelle tout en préservant la qualité. Et ça demande donc de se numériser, d'améliorer ses process et puis d'adopter tout un tas de bonnes pratiques. Et donc, dans tout ça, l'inbound marketing et le contenu en général répond à ces différentes problématiques. Il permet de devenir la voie de référence sur sa niche, de donner des leads, un flux de leads aux commerciaux. Donc, les commerciaux sont évidemment plus satisfaits avec un flux de leads et vous pouvez retenir plus facilement vos commerciaux, donc gagner cette guerre des talents. Vous obtenez la permission de vos cibles de les spammer, entre guillemets, puisque vous avez ces contenus utiles. Et puis, le contenu, c'est scalable, contrairement aux commerciaux. Vous pouvez, votre contenu, vous le faites une fois, il peut être lu par 1000 personnes, alors que votre commercial, il a forcément son plafond. Il ne peut pas appeler 1000 personnes, il peut en appeler que 150. Donc, OK, on veut faire d'inbound, mais jusque-là, ça ne marche pas. Donc, on a vraiment cette double contrainte. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Et c'est là qu'on a ce sentiment un petit peu de difficulté dans les directions. Donc, qu'est-ce qui crée cette situation? Pour nous, le marché est dans cet état pour plusieurs raisons. Alors forcément, les éditeurs SaaS, eux, ont été très bien financés. Ils ont des très grosses marges, sont des startups, ils sont dans cette nouvelle économie. Donc, ils ont les moyens, ils ont le financement pour faire l'éducation du marché. Un marché qui est immature. On le voit avec cette stat ici. Donc, le marché est immature, il doit être éduqué. Qui l'éduque? Les éditeurs, parce qu'ils en ont les moyens. Sauf qu'eux ont un biais dans leur façon de présenter les choses et de toujours mettre la valeur sur l'outil plutôt que dans les process humains. C'est normal, c'est la théorie des startups, c'est la théorie du numérique, c'est que la valeur va aller se mettre dans l'outil. Donc, c'est très bien, c'est un bon but, mais ça n'est pas encore absolu et ça ne marche pas à 100%. Donc, eux ont ce biais-là, forcément, c'est leur modèle. Ils doivent prendre un max de marge sur l'outil et cette marge va être prise à la fois sur les clients et sur les agences. Et donc, de l'autre côté, les agences qui sont des business models à plus faible marge que les éditeurs, ils ont le choix. Est-ce qu'ils investissent quand même pour éduquer le marché ou est-ce qu'ils se mettent ils surfent la vague des éditeurs? Les éditeurs font le boulot, les éditeurs investissent. Donc, laissons-les faire. Et donc, on a un système de partenariat et les agences n'osent pas trop investir dans l'éducation du marché. Et pourquoi faire après tout? Les éditeurs s'en occupent. Donc, ce croisement des clients immatures, des agences qui n'apportent pas leur point de vue pour des raisons disons financières et peut-être de culture, et de l'autre côté, la voix dominante des éditeurs font qu'on a cette perception biaisée, ces attentes biaisées, où toutes les attentes sont sur l'outil et finalement, on ne met pas le focus sur et le process et la régularité et la culture. Donc, c'est bien beau de parler de déçus. À la fin, on s'est quand même demandé est-ce que parfois les attentes correspondent aux résultats? Donc, comment avoir des attentes peut-être mieux dimensionnées et des résultats un petit peu meilleurs? Peut-être en débiaisant ce focus-là. Donc, on a 3 exemples qui ressemblent beaucoup à ces 3 points de la méthode, vous allez le voir. Alors, le premier, c'était l'exemple de José Lito, il vous en a parlé tout à l'heure. Il a lancé l'inbound alors voilà, on n'a toujours pas l'année, en 2008.
pour un éditeur SaaS et il a fait de l'inbound sans le savoir, entre guillemets, à l'époque, c'était pas très connu. Et il a remarqué que ses clientes avaient des, comment dire? Des patterns, des motifs, des habitudes. Et en remarquant des choses récurrentes chez ses clientes, il a pu formaliser cette connaissance client en interne et ça l'a aidé à faire encore plus d'interviews avec ces clients-là et repérer encore plus quels étaient les besoins récurrents. Et il a créé les contenus qui répondaient aux besoins. Et le résultat de ça est très simple. Les clientes s'auto-éduquent en amont d'être un lead. Donc, on a des prospects, ils regardent les vidéos, ils s'auto-éduquent, ils se les passent entre elles et les leads arrivent déjà préqualifiés, prééduqués dans ce pipeline. Et donc, 10 ans après, quasiment, ouais, si, ça fait plus de 10 ans, il est toujours en relation avec ses anciens associés et voilà, il sait que ça continue à tomber aujourd'hui sur des mêmes contenus. Vous avez une petite photo amusante à droite où on voit que, alors celle-ci est de 2014, euh, les outils ont un peu évolué, mais les vidéos sont toujours en ligne et elles font toujours leur travail. On a l'exemple aussi de Corinne qu'on a évoqué quelques fois précédemment. Donc en 2017, elle avait décidé de prendre la parole sur sa niche, qui était déjà en partie occupée. Elle ne savait pas trop comment attaquer la chose. Donc pareil, on l'a aidé à décomposer son entonnoir en partant de son produit phare et donc à créer de la valeur par petits bouts, à diffuser gratuitement et générer des leads avec cette valeur. Et puis voilà, ça lui a permis de prendre sa place sur ce marché, de diffuser sa voix, et ce qui a eu pour conséquence de la porter sous les yeux d'un éditeur. L'éditeur l'a contacté et voilà, son livre est sorti cette année et elle continue à générer des leads grâce à ça. Elle est devenue une voix de référence sur son marché, un marché en croissance. Donc on a à son échelle, à l'échelle d'une personne toute seule, on a le credo de cette nouvelle économie, dominer son marché. Donc c'est une petite niche, mais elle le domine petit à petit. Et enfin, un troisième exemple, donc je vous refais le point avec les 3 points de la méthode. Donc José Lito est vraiment parti des humains, Start with Human. Il a compris ce qu'il y avait chez ses clients et il leur a donné ce dont elles avaient besoin. Corinne avait besoin de trouver quoi donner également. Donc bien sûr, elle est partie des humains aussi, mais surtout, elle a découpé sa valeur en tout petits bouts qu'elle a pu proposer gratuitement dans son entonnoir. Et enfin, on a un troisième exemple, Maxime, qui avait raconté son expérience lors du Plaisidé 2017, où on a présenté la méthode pour la première fois. Donc Maxime, lui, avait vraiment une attitude de manager. Il est manager avant d'être marketeur. Et il a surtout gardé le rythme. Donc, c'est-à-dire que sur 2 ans, il a mis en place une transition numérique de son marketing. Il a créé ce service inbound. Et voilà, ça a pris 2 ans. En 2 ans, on peut très vite se mettre en retard, comme on peut aussi complètement perdre sa direction. En l'occurrence, il a réussi à la fois garder son objectif et ne pas prendre de retard. Donc, c'est vraiment une question de rythme et ça s'est basé sur plusieurs points clés. La direction avait une culture marketing, elle lui a laissé les mains libres. Il s'appuyait sur les ressources existantes, donc il a vraiment pris le temps de regarder ce qu'il avait. Il n'a pas été excessivement ambitieux, il a vraiment dosé les attentes sur la base des ressources qui étaient disponibles et de leur maturité. Et il les a emmenés sur 2 ans en gardant le tempo avec une gestion donc réaliste et sereine. Pas d'affolement, pas d'urgence, 2 ans pour y arriver et des résultats qui parlent d'eux-mêmes. 20% plus de leads, un cycle de vente coupé en 2, ce qui est une métrique très intéressante qu'on voit très peu dans les résultats inbound et dans ce qui est vendu, et pourtant qui est un des points peut-être les plus intéressants. On parlait de scale tout à l'heure. Vous divisez votre cycle de vente par 2, en termes de scale, c'est formidable. Et la newsletter qui a doublé sur ces 2 années avec des clients un peu autonomes, d'où le cycle de vente raccourci. Les gens consultent 3 pages avant de prendre rendez-vous. Donc forcément, les commerciaux sont contents, les commerciaux restent, la guerre des talents est gagnée, l'entreprise prend sa place sur son marché, vous avez ce cercle vertueux. Voilà, donc on va passer aux questions et réponses et vous aurez les semaines suivantes des détails sur la mise en œuvre avec 3 façons que nous avons utilisées au fil des années. Les Sheets, les Google Sheets, notre outil Jico.co qui est disponible gratuitement, et enfin notre produit Inbound Tempo, où on apporte à la fois la méthode, le coaching et la tech pour produire le contenu et essayer de ne pas être déçu. Et je vais ouvrir les micros.
s'il y a des questions.